Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui dans ce rendez-vous hebdomadaire qui se déroule dans le cadre de l'enseignement à distance. La dernière fois, on a terminé le troisième chapitre. Aujourd'hui, on va commencer le quatrième chapitre qui concerne la politique monétaire en économie ouverte, bien sûr, dans lequel on va évoquer et analyser la politique de change. On va voir dans ce chapitre, on aura l'occasion de voir plusieurs choses. On va entamer notre discussion et notre analyse sur la différence entre le concept de change et le règlement des échanges. Aussi, on va parler de la politique de change d'une manière générale, avant d'aller vers les différents régimes de change. Puis, on va terminer en analysant la politique de change au Maroc, bien sûr en évoquant le débat concernant la flexibilisation de taux de change. Maintenant, avant de présenter quelques définitions qui concernent les régimes de change, le marché de change, le taux de change, on doit faire la différence entre deux concepts. C'est le concept de change et l'échange. Ce sont deux concepts qui sont étroitement liés. Parce qu'on ne peut pas parler de règlement de change sans évoquer cette notion de règlement des échanges. Pourquoi? Parce que chaque pays ayant sa propre monnaie, les échanges internationaux de biens et services entraînent un échange de monnaie. En effet, les fournisseurs étrangers exigent de recevoir leur propre monnaie, donc toute relation économique avec l'étranger exige une opération de change, puisque la monnaie nationale doit être convertie dans la monnaie du pays avec lequel se réalise la transaction. D'où vient la nécessité ou l'importance de lier entre ces deux concepts. Ça veut dire le concept de change et le règlement des échanges. Donc on ne peut pas parler de change sans évoquer cette notion de règlement des échanges. Maintenant, lorsqu'on parle de régime de change, c'est quoi le régime de change? On peut dire régime de change ou on peut dire même un système de change. Le système de change ou le régime de change, généralement, c'est l'ensemble des règles qui organisent le cadre qui détermine la valeur de la monnaie nationale. Plus précisément, c'est un régime qui régit les interventions des autorités monétaires sur le marché de change. Pourquoi ces interventions? Justement, c'est pour défendre ou influer l'évolution du taux de change. Maintenant, pour le marché de change, tout simplement, c'est un marché comme les autres marchés qui consiste à des opérations d'achat et de vente. Donc la détermination du taux de change ou de cours de change se fait sur la base de la loi de l'offre et la demande des devises. On a une confrontation entre l'offre et la demande de devises. Ici, donc on a évoqué deux notions différentes. On a parlé de cours de change et on a parlé de taux de change. La définition de taux de change, c'est un taux qui détermine le prix. Généralement, c'est le prix de la monnaie exprimé par rapport à une autre monnaie. On peut prendre beaucoup d'exemples, que ce soit l'euro ou le dollar. Mais il y a une petite nuance entre cette notion de cours de change et taux de change. Pourquoi? Parce que les deux appellations sont des synonymes. Mais il y a une petite nuance, c'est que le taux de change, c'est la cotation au certain. Mais lorsqu'on a une cotation à l'incertain, dans ce cas-là, on parle de cours de change. Je vais m'expliquer. Si on prend l'exemple de taux de change, qui est, comme on a dit, une cotation certaine, ça veut dire que c'est le nombre d'unités de monnaie étrangère que l'on peut obtenir avec une unité de monnaie nationale. Par exemple, un dirham coûte X en euros ou bien X en dollars. Pour le cours de change, qui est une cotation dans l'incertain, on parle plutôt de nombre d'unités de monnaie nationale qu'il faut fournir pour avoir une unité de monnaie étrangère. C'est déjà la différence entre cette notion de cours de change et de taux de change. Le cours de change, c'est une cotation
à l'incertain et le taux de change. Au contraire, c'est une cotation au certain, mais généralement, ce sont deux appellations qui sont valables. Les deux, c'est la détermination du prix d'une monnaie exprimée dans une autre monnaie. Pour les régimes de change, bien sûr, on a plusieurs types et plusieurs régimes de change, mais on a les deux extrémités. On va détailler les régimes de change dans ce qui suit dans notre cours, mais généralement, on a deux extrémités. Les deux extrémités, c'est le système de change fixe et les systèmes de change flexibles. Bien sûr, un système de change fixe, quelle est l'utilité de ce système? L'utilité de ce système, c'est de faciliter les échanges commerciaux. En d'autres termes, on a une relation commerciale entre deux pays. Ces deux pays, pour ne pas avoir des répercussions lorsqu'il y a des changements en termes de taux de change, il n'y aura pas de répercussions sur l'activité commerciale. Pour cela, les deux pays ou les pays partenaires passent à un accord. Essayez de passer un accord pour maintenir les parités dans une valeur fixe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque pays, après cet accord, chaque pays s'engage à défendre sa propre monnaie. À défendre sa propre monnaie, bien sûr, par rapport à la dépréciation. Il faut garder la monnaie dans un niveau bien déterminé. Dans ce cas-là, il doit défendre sa propre monnaie. Comment? Pour défendre sa propre monnaie, tout simplement, il doit utiliser le stock de devises pour acheter sa propre monnaie. Comme on a dit dans le marché de change, on a cette confrontation entre la loi de l'offre et de la demande de devises. Si une devise ou une monnaie, si par exemple on a le dirham est abondant sur le marché de change, bien sûr sa valeur va diminuer, il va se déprécier. Donc lorsqu'on a cette dépréciation de la monnaie nationale par rapport à une devise ou par rapport à plusieurs devises, il suffit d'acheter avec une devise étrangère, acheter sa propre monnaie. Lorsqu'on achète sa propre monnaie, dans ce cas-là, notre monnaie va être rare dans le marché et la devise sera abondante. Dans ce cas-là, il y aura une appréciation. Donc chaque pays, dans le cadre de cet accord, chaque pays s'engage à défendre et garder un niveau bien déterminé en termes de la valeur de la monnaie par rapport à l'autre monnaie. Pourquoi faire? C'est pour ne pas avoir des perturbations en termes de l'activité commerciale. Donc on a parlé des régimes de change, que ça soit fixe ou flexible. Pour les régimes de change flexibles, on n'a pas cette notion de défendre. Même généralement, mais on peut dire qu'on ne peut pas trouver un régime de change flottant ou purement flottant. Toujours on a cette intervention étatique pour influer l'orientation générale du taux de change. Mais on peut dire qu'il n'y a pas un accord écrit entre deux ou plusieurs partenaires commerciaux. Dans ce cas-là, donc on a où le taux de change fluctue dans un raisonnement libre en se basant, je dis bien généralement, en se basant sur cette fameuse loi ou cette confrontation entre l'offre et la demande. Déjà, ce sont les deux extrémités des régimes de change. On a les régimes flottants et les régimes fixes. Bien sûr, on a évoqué une notion très importante. On a lancé cette notion de dépréciation et appréciation. Il y a une grande différence entre dépréciation, appréciation et dévaluation et réévaluation. On va voir que pour la dévaluation et réévaluation, ce sont des décisions des autorités monétaires qui
qui sont prises généralement dans le cadre des régimes de change fixe. Pour l'appréciation et dépréciation, ça colle généralement avec le régime de change flottant où on a la possibilité où on a cette confrontation de loi de l'offre et la demande. Dans ce cas-là, on peut voir la dépréciation comme on peut voir l'appréciation. Maintenant, on va aller vers cette notion de défendre sa propre monnaie. On est toujours dans le cadre d'un régime de change fixe où on a un accord qui est signé entre deux ou plusieurs partenaires commerciaux à garder une valeur de la parité. Donc, parité, c'est une valeur ou une relation entre deux monnaies différentes pour avoir un cours de change qui est fixe. On peut admettre quelques fluctuations, bien sûr, quelques petites fluctuations, mais on parle de bande de fluctuations, mais généralement, elle est stable, le cours de change. Il n'y a pas de pics dans le cours de change. Maintenant, comment un pays peut défendre sa propre monnaie? On peut voir dans le schéma qui suit, on a un accord entre deux pays partenaires, des partenaires commerciaux. La Banque centrale voit, ou les autorités monétaires voient que, si on prend le cas du Maroc, que le dirham se déprécie par rapport à l'euro. Et bien sûr, on est dans le cadre d'un régime à parité fixe. Le Maroc doit essayer de défendre la valeur de sa monnaie. Comment? Il va acheter sa propre monnaie en utilisant le stock de devises, la réserve de devises. Dans ce cas-là, si on achète notre monnaie, dans ce cas-là, il y aura une hausse de la demande de la monnaie nationale. Parce que on va acheter notre propre monnaie, notre monnaie va être rare sur le marché de change. Et bien sûr, dans ce cas-là, on aura une hausse du taux de change. Cette hausse, on va s'arrêter d'acheter notre propre monnaie jusqu'on arrive à le niveau souhaité de la parité fixée avec l'autre pays. Maintenant, la question qui se pose, c'est que dans le cas où on n'a pas suffisamment de devises pour acheter notre propre monnaie, dans ce cas-là, on peut pas défendre notre monnaie. Dans ce cas-là, il faut négocier avec ce partenaire une dévaluation. C'est pour cela on a dit qu'il s'agit d'une décision. Et bien sûr, cette dévaluation est négociée parce que généralement c'est une politique de dévaluation. Donc chaque partenaire veut défendre ses intérêts. On va voir maintenant les étapes de règlement des échanges. On a ici un importateur marocain et on a un exportateur français. Une relation commerciale entre le Maroc et la France. L'importateur marocain fournit le dirham à sa banque, bien sûr sa banque marocaine. Cette banque va s'occuper de changer le dirham en euros. Pourquoi? Parce que l'exportateur français n'accepte pas d'être payé en dirham. Il veut être payé en euros. Dans ce cas-là, la banque va fournir de l'euro en contrepartie de la marchandise. Bien sûr, il va fournir de l'euro à la banque française de l'exportateur. Maintenant, en évoquant le règlement des échanges, on doit parler de risque de change. C'est quoi le risque de change? Parce que tout en évoquant le règlement des échanges et la relation commerciale avec l'étranger, sachant que on a la fluctuation de cours de change d'une manière perpétuelle, donc on est devant le risque de change. Donc, si on veut présenter le risque de change, c'est le risque où on a un changement dans la valeur de la marchandise. Si on prend un exemple, on a
une relation commerciale entre un importateur marocain et un exportateur français. La valeur de la marchandise, on a évalué la marchandise en euros, donc 1000 euros. 1000 euros, si dans le cas où 1 euro coûte 10 dirhams, ça coûte 10 000 dirhams. Mais on a un délai entre l'accord ou la réalisation du contrat d'achat et le paiement. Dans ce délai, peut-être il y aura un changement dans le cours de change. Pour cela, on est en présence de risque de change puisque la valeur va être fluctuante. Il y aura un changement de la valeur de la marchandise. On a dit dans l'exemple, si on a 1 euro à 10 dirhams, la valeur de la marchandise 1000 euros, ça coûte 10 000 dirhams. Lors de paiement, donc après l'écoulement de ce délai, l'importateur veut payer sa marchandise, peut-être il y aura un changement de cours de change. Par exemple, on a 1 euro, il va coûter 11 dirhams. Dans ce cas-là, la marchandise va être plus chère. Parce que avant c'était 10 000 dirhams. Maintenant, après le changement, il sera 11 000 dirhams pour le cas de l'importateur. Il sera plus cher. Dans ce cas-là, l'importateur, peut-être, il n'y aura pas intérêt même de réaliser ce contrat ou bien de réaliser cet achat. C'est pour cela, on doit se couvrir de ce risque de change pour garder les relations commerciales stables. Comment, la question qui se pose à ce niveau, comment on peut se couvrir du risque de change? La réponse, on a deux méthodes pour se couvrir à ce risque de change. Soit aller directement et immédiatement lors de l'achat et de vente avec le règlement au marché de change au comptant. Donc on passe au comptant sans avoir ce délai. Bien sûr, c'est un choix, mais généralement, on sait que dans les relations commerciales, la liquidité, elle est coûteuse. Donc, cette solution d'aller vers le marché de change au comptant et mobiliser une somme en liquide, c'est un peu coûteux. C'est pour cela, généralement, ce n'est pas le choix pertinent. Le deuxième choix pour se couvrir de risque de change, c'est d'aller vers le marché de change à terme. Ça veut dire le marché de change à terme, ça veut dire vous allez demander à votre banque d'assurer cette opération de change avec les délais que vous avez déterminés dans votre accord. Donc, dans ce cas, la banque va s'occuper. Il va vous donner un cours qui est un cours de change à terme, bien sûr, il peut être, ou généralement, il est supérieur au cours de change au comptant. Pour vous, il n'y a pas de changement dans le cours de change. Si vous avez fait un contrat ou réalisé un contrat dans le cours de change, on a 1 euro coûte des dirhams, il n'y aura pas un changement. S'il y a un changement, que ça soit à la hausse, à la baisse, la banque va s'occuper. Bien sûr, la banque est toujours gagnante. Pourquoi? Parce qu'on a deux cas. Soit on a la dépréciation. Dans ce cas-là, il va avoir le gain. Et en cas d'appréciation, déjà, le cours de change à terme, on a une marge. Bien sûr, cette marge est calculée sur la base des agrégats, changements des agrégats monétaires, que ce soit au Maroc ou à l'étranger. On a des calculs qui se font sur les agrégats monétaires pour déterminer un cours de change à terme où la banque n'a pas ce risque de perte. Donc, on a dit qu'on a deux manières pour se couvrir de ce risque de change.
C'est tout ce qu'on peut dire sur le concept de change et le règlement des échanges. Maintenant, on va passer à la politique de change. La première des choses, on doit définir cette politique de change. Tout simplement, la politique de change, il représente l'action des pouvoirs publics qui vise à modifier le taux de change. Pourquoi modifier le taux de change? On a des objectifs, soit pour équilibrer la balance commerciale, soit pour lutter contre l'inflation. Maintenant, pour réaliser ces deux objectifs, on a plusieurs politiques de change. Aujourd'hui, on va présenter la politique de dévaluation et la politique de la monnaie forte. Si on prend la première politique qui est la politique de dévaluation. La première des choses, on doit faire la différence entre dévaluation, révaluation et dépréciation, appréciation. On a déjà dit que dépréciation, appréciation est liée avec un régime de change flottant. Pourquoi? Parce que on ne peut pas parler de dépréciation sans parler de la confrontation de la loi, la confrontation de l'offre et de la demande dans un marché de change. Bien sûr, on suppose qu'on n'a pas une intervention de l'État. Mais pour le cas de réévaluation et d'évaluation, on parle d'une décision. C'est une décision après une négociation entre deux partenaires commerciaux. Ça veut dire la dévaluation et la réévaluation ne peuvent se produire que dans un système de change fixe. Parce que dans cette décision, dans le cas où l'État, si on prend par exemple le Maroc, ne peut pas défendre sa monnaie devant une monnaie ou une devise étrangère, dans ce cas-là, il doit négocier une dévaluation. Mais aussi, on peut négocier une dévaluation pour avoir des gains économiques. Des gains économiques, on prend l'exemple de l'équilibre de la balance commerciale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a des effets traditionnels d'une dévaluation. Parce que dévaluer, ça veut dire que la valeur de la monnaie nationale va diminuer par rapport à la devise. On prend l'exemple du slide. On a aujourd'hui un euro coûte 11 dirhams. Après la dévaluation, un euro va coûter 13 dirhams. Ça signifie quoi? Ça signifie que les importations seront plus chères et nos exportations seront moins chères. Donc on va encourager les exportations au détriment des importations. On va pas parler d'une balance commerciale positive, mais on va diminuer l'écart ou le déficit de la balance commerciale. On va essayer de rééquilibrer la balance commerciale. La dévaluation, donc, sert à rééquilibrer cette balance commerciale en diminuant les importations, parce que la dévaluation, ça veut dire diminution de la valeur de la monnaie nationale par rapport à la monnaie étrangère ou la devise étrangère, ça va diminuer les importations et encourager les exportations. On peut voir sur ce schéma, on a la dévaluation, diminution de la valeur de la monnaie nationale contre la devise, les exportations seront moins chères, donc on va augmenter les exportations, et bien sûr, les importations seront chères. Dans ce cas-là, on a une baisse des importations. Hausse des importations et baisse des importations, ça va améliorer la situation de la balance commerciale. Si on est déficitaire, on va diminuer le déficit de la balance commerciale. On ne peut pas parler d'excédent commercial, mais on va parler de diminution de déficit de la balance commerciale. Mais pour réaliser dans des bonnes conditions cette politique de dévaluation, on doit avoir des conditions de réussite. Quelles sont ces conditions de réussite? La première des choses, on ne peut pas attendre un résultat immédiat après la dévaluation.
on a toujours un délai d'attente. Ça veut dire, si on applique aujourd'hui une politique d'évaluation, on a dévalué aujourd'hui la monnaie nationale, on ne doit pas s'attendre à un résultat immédiat. Ça veut dire, le jour même, il y aura une diminution des importations et une augmentation des exportations. Pourquoi? Parce que il s'agit d'un changement de comportement du consommateur, avant de parler bien sûr du changement des agents économiques, les importateurs et les exportateurs. Donc toujours, on a cette forme de courbe en J. Ce phénomène se manifeste graphiquement sous forme d'une courbe en J. Ça veut dire quoi? Si on applique aujourd'hui une politique de dévaluation, on a le solde des échanges extérieurs et les déficitaires. Mais avec le temps, il y a un changement parce que généralement, le consommateur cherche le moins-disant. Si les produits à l'étranger sont chers et on a presque les mêmes biens et les mêmes services au Maroc, peut-être il y aura un changement de comportement. Dans ce cas-là, nos exportations vont augmenter. Et bien sûr, le comportement de consommateurs marocains vis-à-vis les biens et services à l'étranger, s'ils sont chers, il va changer d'attitude, il va s'orienter plus aux biens et services domestiques. Dans ce cas-là, on doit avoir, après la dévaluation, un délai où on aura un rééquilibre de solde des échanges extérieurs. Donc, on va diminuer, en forme de J, on va diminuer le déficit de la balance commerciale. Mais bien sûr, on a aussi des conditions qui sont nécessaires. La première des choses, lorsqu'on applique une politique de dévaluation, on doit avoir une capacité productive. Pourquoi? Parce que la dévaluation, qui dit dévaluation, dit augmentation des exportations. Si on augmente les exportations, il y aura une rareté au niveau national, au niveau des biens et services. Dans ce cas-là, si on n'a pas cette capacité productive, il y aura un problème d'inflation. C'est pour cela, parce que la demande sera supérieure à l'offre. La présence d'une capacité productive va répondre à cette demande excédentaire. Pour équilibrer et pour ne pas avoir de l'inflation, on doit avoir des possibilités de produire, des possibilités d'offre de la production. La capacité productive doit être présente pour répondre à cette demande qui peut causer de l'inflation. La deuxième des choses, c'est que les entreprises domestiques ne doivent pas modifier leur comportement. Ça veut dire ne doivent pas changer la marge bénéficiaire. Parce que on essaye de réaliser une dévaluation. Pourquoi? Pour diminuer le prix, pour encourager l'exportation. Dans ce cas-là, si on a un changement de comportement des agents économiques, bien sûr, des entreprises, ça veut dire elles répercutent toujours cette dévaluation, il ajoute une marge bénéficiaire, il y aura une stabilité en termes des prix. Dans ce cas-là, nos exportations ne vont pas augmenter. Parce que pour l'étranger, ce n'est pas bénéfique, puisque le prix est le même malgré la dévaluation. C'est pour cela, les agents économiques et les entreprises domestiques, malgré la dévaluation, ils doivent garder la même marge bénéficiaire. S'ils gardent la même marge bénéficiaire, dans ce cas-là, la dévaluation va se manifester autant que diminution des prix qui va encourager l'étranger d'avoir ou d'acheter nos exportations. Dans ce cas-là, il y aura une augmentation des exportations. Troisième condition, c'est que maintenant, en cas de dévaluation, on parle de négociation entre deux partenaires commerciaux.
Dans ce cas-là, si on a décidé de dévaluer notre monnaie nationale par rapport à d'autres devises, on souhaite qu'il n'y aura pas la même chose pour les autres pays. Parce que si on réalise une dévaluation de 10%, et si le pays partenaire décide lui aussi une dévaluation du même pourcentage, donc on va revenir à zéro. Ça ne sera pas utile. Pour cela, on doit avoir une dévaluation et une diminution de la valeur de notre monnaie sans avoir un changement sur la devise des pays partenaires. Toujours dans la politique de change et dans le même sens d'idée, si on dit que la dévaluation permet d'avoir des gains en termes d'équilibre de la balance commerciale, ou plutôt d'augmenter les exportations au détriment des importations, ça va diminuer le déficit de la balance commerciale. On va parler maintenant de réévaluation, ce qu'on appelle la politique de monnaie forte. Réévaluation consiste aussi à augmenter la valeur de la monnaie nationale par rapport à la monnaie étrangère. Dans ce cas-là, on a plusieurs cas de figure. On peut évoquer cette notion de désinflation importée. Pourquoi? Parce que déjà, l'application d'une politique de monnaie forte est utilisée dans le cas où on a une forte inflation. Qui dit une réévaluation et l'application d'une politique de monnaie forte dit qu'il y aura une augmentation. Cette fois-ci, les importations seront moins chères. Donc, il y aura une augmentation des importations et une diminution des exportations. Dans ce cas-là, il y aura une diminution de la valeur de la matière première qui vient de l'étranger. Ça va se répercuter sur la diminution des prix, d'une part. Aussi, on sait que lorsqu'on parle de l'inflation, et surtout l'inflation par la demande, il y aura une demande qui est supérieure à l'offre. Si on bloque le parcours ou le processus des exportations, on va garder une partie des biens et services qui va être utilisée pour répondre à la demande. Aussi, on a une chose, c'est que les produits importés, dans le cas de réévaluation, ils seront moins chers que les biens et services qui sont domestiques, qui sont présentés au niveau national. Dans ce cas-là, il y aura une concurrence entre les deux. Cette concurrence va se traduire par une diminution des prix. Qui dit diminution des prix, dit diminution de l'inflation. Donc on peut dire que dans le cas de l'application d'une politique de monnaie forte, on a un gain en termes de désinflation importée. Que ça soit sur le plan de matières premières, la diminution des coûts de production, qui va se répercuter par une diminution qui va se traduire par une diminution des prix, ou bien à travers l'abondance de l'offre et aussi à travers la concurrence entre les biens domestiques et les biens de l'étranger, qui va se traduire aussi par une diminution des prix. Ça, dans le cadre de désinflation importée. Mais la politique de monnaie forte peut causer aussi un phénomène qu'on appelle la désinflation compétitive, parce que puisque les importations seront moins chères, les entreprises ont profit d'importer la technologie et les machines et les outils plus développés. Dans ce cas-là, ils vont bénéficier de cette désinflation compétitive. Ça va moderniser l'ensemble des entreprises nationales. Mais on a ici un problème. C'est quoi? C'est que le tissu économique et la structure des entreprises marocaines
On a des très petites entreprises, des moyennes entreprises et des grandes entreprises. Dans ce cas de désinflation compétitive, les très petites entreprises et les petites entreprises n'ont pas la possibilité d'importer cette technologie. Dans ce cas, il y aura un déséquilibre entre les petites et les grandes entreprises. Ça va déséquilibrer généralement la structure productive. Aussi, en termes de compétitivité. Donc, ce n'est pas aussi bénéfique pour l'économie nationale. Si on schématise les conséquences d'une monnaie forte, on a une réévaluation de notre monnaie, la baisse des coûts des importations. On a la baisse des coûts des importations dans le cadre des machines, de la technologie. Ça va causer une désinflation compétitive qui va servir à la modernisation de l'économie nationale. Mais on a dit, on a un problème concernant la compétitivité entre les entreprises marocaines, puisque les possibilités de financement ne sont pas les mêmes. Les grandes entreprises et même les moyennes entreprises auront cette possibilité de moderniser leur technologie et être compétitives par rapport à l'étranger, mais en contrepartie, il y aura un déséquilibre dans la structure d'entreprise marocaine. Il y aura un problème de compétitivité. Aussi, la baisse des importations de point de vue matière première, la matière première sera moins chère, les coûts de la production seront moins chers, qui vont se traduire en diminution des prix. Et pour le cas des biens et services, la baisse des prix va encourager la concurrence entre les biens et services domestiques et les biens et services de l'étranger. Toute concurrence va se traduire par une diminution des prix. Bien sûr, qui dit diminution des prix, dit réduction de l'inflation. Dans tous les cas, que ce soit pour la désinflation compétitive ou désinflation importée, l'application d'une politique de monnaie forte va être bénéfique pour l'économie, soit en réduisant l'inflation, puisque l'utilisation de cette politique de monnaie forte est liée étroitement avec une situation où on a un taux élevé de l'inflation, et aussi cette politique de monnaie forte va permettre de moderniser l'économie nationale, mais bien sûr, on doit intégrer quelques mesures pour aider les très petites et les petites entreprises pour ne pas avoir ce déséquilibre entre les différents types d'entreprises au niveau national. Donc, je vais m'arrêter à ce point. Je vous remercie pour votre attention. La séance prochaine, Inch'Allah, on aura l'occasion de parler des différents régimes de change. D'ici là, je vous souhaite bon courage et à la semaine prochaine.